cet exercice répond à notre obligation réditionnelle de rendre compte au peuple béninois de ce que nous faisons lorsque nous nous déplaçons au nom du pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que les chefs d'État et de gouvernement, réaffirmant leur engagement à approfondir le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, ont, à l'issue de leur délibération, approuvé les principales recommandations qui étaient contenues dans les différents rapports, que ce soit le rapport de la 46e session du Conseil de médiation et de sécurité ou le rapport de la 86e session ordinaire du Conseil de médiation CEDEAO, et ils ont procédé à l'examen et à la prise de décision sur des questions spécifiques ci-après. D'abord, sur la situation de la pandémie de la Covid. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de nos structures spécialisées qu'on appelle l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. Le point suivant était celui de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans la région. À ce titre, la conférence s'est réjouie du bon déroulement de l'élection présidentielle au Niger et au Bénin, et l'ensemble des chefs d'État ont chaleureusement félicité le président Patrice Talon pour sa réélection à un second mandat et le président Mohamed Bazoum du Niger pour son élection pour la première fois à la tête de la République sœur du Niger. La conférence a réaffirmé, bien entendu, son attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, toutes sortes de choses qui constituent des conditions préalables à l'intégration économique et au développement dans notre espace communautaire. La question de la sécurité les a préoccupés et je crois qu'un certain nombre d'initiatives seront prises dans les semaines à venir. Sur la situation politique dans la région, la conférence a réitéré ses préoccupations au sujet de la crise au Mali, dans le contexte des problèmes sécuritaires relatifs aux attaques terroristes et à la pandémie de la Covid-19, entraînant de terribles impacts socio-économiques. À cet effet, la conférence des chefs d'État a pris note de la nomination du Premier ministre civil et de la formation d'un nouveau gouvernement et de l'engagement des autorités de la transition à se conformer au calendrier électoral, l'élection présidentielle étant prévue en février 2022. La conférence a été informée du mécanisme de suivi qui sera mis en place pour s'assurer du respect strict du calendrier électoral publié le 15 avril 2021. Vous vous souvenez, ce calendrier électoral faisait partie des exigences du sommet extraordinaire dont je vous avais entretenu il y a quelques semaines. La conférence a également pris note de l'évolution positive de la situation au Mali et a engagé le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, M. Goodluck Jonathan, à poursuivre ses efforts en vue de garantir un bon déroulement de cette transition. Concernant particulièrement la situation sécuritaire dans notre région, la conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Elle a exprimé sa solidarité avec les États membres et les populations touchées. La conférence a bien entendu réitéré ses appels urgents aux États membres pour qu'ils accélèrent le paiement de leurs contributions volontaires au fonds dédié à la mise en place et à la mise en œuvre du plan d'action 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans la région. Et je voudrais vous rappeler que ce fonds a été mis en place suite à une initiative qui a été lancée par le président Patrice Talon, qui s'était entretenu avec plusieurs de ses pairs, on se souvient, en marge de la conférence de la TICAD au Japon, et il avait pris son bâton de pèlerin pour que, à partir d'une dynamique mise en place dans le cadre de l'UEMOA, l'on puisse avoir ce fonds mis en place par la CEDEAO. Mais on sait depuis plusieurs mois maintenant ce qui s'est passé et c'est le moment de réactiver cette initiative pour que nous puissions avoir les moyens de lutter contre ce fléau. Par ailleurs, la conférence a exprimé sa vive préoccupation quant aux effets déstabilisateurs des opérations des groupes de mercenaires venant de la Libye et appelle à une action internationale concertée
en vue de la résolution urgente de cette question qui implique le désarmement des groupes de mercenaires dont je viens de parler. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté maritime, la conférence a réitéré son appel aux États membres afin qu'ils mettent pleinement en œuvre les mesures adoptées au niveau national, régional et continental dans le but d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée. Sur la création d'une union monétaire, je voudrais vous informer que la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO, dont la phase de convergence couvre la période 2022-2026 et la phase de stabilité qui, elle, va courir à partir du 1er janvier 2027 et elle a pris note de la feuille de route pour le lancement de l'ECO à l'horizon 2027 et a chargé un comité ministériel constitué dans ce cadre de continuer à travailler pour résoudre toutes les questions en suspens. Le point suivant est celui de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange l'ECAF. La conférence a pris note des progrès qui ont été réalisés dans la ratification de l'accord par la plupart des États membres et elle a exhorté les autres États à accélérer le processus de ratification, tous les États CEDEAO ayant signé, mais la question de ratification est une question qui est un peu plus spécifique. Au titre des réformes institutionnelles, ce qui est quelque chose de très important, la conférence des chefs d'État a adopté à l'unanimité la réduction à 7 du nombre de commissaires. À ce nombre s'ajouteront les 8 autres membres, les 8 autres postes statutaires de la CEDEAO, à savoir le GIABA, l'Organisation ouest-africaine de la santé, le Parlement et la Cour de justice de la CEDEAO, ce qui revient à 5. Ceci portera au total à 15 le nombre de postes statutaires à occuper par les États membres, à savoir que nous nous organiserons pour que chaque État occupe un poste statutaire. Cet effort de réduction, comme vous le savez, répond à une logique de rigueur, de gestion rigoureuse de la communauté. Les chefs d'État ont donc demandé à la Commission de faire d'autres ajustements et d'autres réductions de coûts de fonctionnement afin de permettre la mise en œuvre des programmes et projets pour les États et d'augmenter l'efficience et les performances de la CEDEAO. Notre pays étant un grand réformateur, vous comprenez bien aisément que le président de la République a fortement approuvé, avant même le sommet, lorsque je lui avais présenté avant le Conseil des ministres le schéma qui était en train de se dessiner, le président Patrice Talon a approuvé les réformes qui sont entreprises et a opté pour la version, le scénario le plus rigoureux qui permet à notre organisation d'orienter ses ressources beaucoup plus vers les programmes que vers une administration pléthorique et qui, à bien des égards, ne sert pas à grand-chose. Je voudrais vous informer que le président a eu, en marge du sommet, quelques rencontres. Et la première est celle qui s'est déroulée entre le président Bouhari et le président Patrice Talon. Et au cours de ce tête-à-tête ouvert aux deux ministres des Affaires étrangères, les deux présidents ont abordé les questions de renforcement de notre coopération, mais particulièrement le suivi des décisions qui étaient prises lors de la dernière visite que le président Talon a effectuée au Nigeria. Il vous souviendra qu'il était question de mettre en place une zone d'échange et le déplacement d'un certain nombre d'expertises des deux côtés de nos frontières pour permettre au Nigeria de fonctionner correctement dans le domaine des échanges et pour éviter la situation de fermeture de frontières que nous avons connue pendant plusieurs mois récemment. Je voudrais vous dire qu'après le Nigeria, le président a eu un tête-à-tête intégral avec le président ivoirien, son ami le président Alassane Dramane Ouattara. Et là aussi, je suppose, je suis persuadé qu'il s'est agi de faire avancer le processus d'intégration, mais aussi de renforcer les relations entre nos deux pays. Bien entendu, de manière totalement informelle, le président s'est entretenu avec plusieurs de ses pairs. Et lorsqu'on connaît la forte relation qui existe entre le président du Ghana et le président du Bénin, j'ai pu assister à des échanges particulièrement chaleureux entre les deux hommes qui s'apprécient mutuellement. Le président a saisi cette occasion d'ailleurs pour dire à son homologue ghanéen que le moment de sa visite d'amitié au Bénin approche et en temps utile, nous vous tiendrons au courant.
Voilà ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs, de ce qui a été fait au sommet, mais aussi de ce que le président de la République a fait à travers ces rencontres bilatérales qui ont été organisées pendant son séjour à Accra. Il n'y a pas eu d'audience, mais il faut aussi dire toute la vérité en disant que les deux hommes d'État se sont entretenus. Ils ne se sont pas contentés seulement de salutations de courtoisie, mais ils ont passé quelques instants à discuter, à échanger très fraternellement, dans une ambiance que moi, en tout cas, de loin, j'ai trouvée très chaleureuse. C'est vous dire que les relations entre le Togo et le Bénin ne sont pas mises à mal. Il y a des épiphénomènes qui, à certains moments, donnent l'impression d'une grippe dans le courant d'une relation des pays, mais je pense que les deux hommes communiquent toujours, échangent, et ils sont à la tête de peuples qui sont tellement ressemblants qu'il serait surprenant que les relations entre eux ne soient pas des relations de qualité. Mais je pense qu'ils se sont revus après un bon moment. Le président n'a pas n'est pas beaucoup sorti dans les sommets ces derniers mois. Vous vous souvenez, entre sa tournée de reddition des comptes, la campagne électorale et d'autres impératifs ici. Mais les relations entre nous n'ont jamais été rompues. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout à fait normal que lorsque le président du Togo et le président du Bénin se rencontrent, qu'ils discutent, qu'ils prennent des nouvelles des peuples, des familles, et qu'ils voient dans quelle mesure un certain nombre d'améliorations peuvent être apportées, et pour être plus sérieux, peuvent être apportées à la libre circulation des biens et des personnes. Le Bénin n'a jamais fermé ses frontières, comme vous le savez. Il y a quelques difficultés pour l'accès d'une certaine catégorie de personnes ou un certain nombre de formalités qui sont imposées lorsqu'on doit entrer au Togo. Je pense que nous travaillons, en tout cas entre les ministres des Affaires étrangères, pour que ce genre de choses puisse se régler assez rapidement. Donc, je peux dire que l'axe Lomé-Cotonou fonctionne et il fonctionne normalement. Sur ce à quoi vous faites allusion concernant le Togo et le Bénin, le président s'est largement exprimé dans son interview sur France 24 sur cette question-là. Et il n'a pas mis en question ses relations avec le pays. Il a donné des faits qui sont là. Et ces faits-là, il faut les surmonter, il faut les dépasser pour permettre à la dynamique de coopération des deux pays de fonctionner. Ce n'est pas un langage diplomatique. Maintenant, si vous me dites, est-ce que cette question a été évoquée, j'étais loin. C'est deux amis qui parlent. Et quand deux chefs d'État se mettent à l'écart pour parler, la bienséance impose au ministre et à toute autre personne de se tenir suffisamment loin pour ne pas interférer. Et c'est ce que j'ai fait. Sur l'écho, je pense que la question n'est pas si simple que cela. Regardez, au niveau de la famille CEDEAO, nous sommes presque un groupe de 3 pays. Vous avez d'abord tous les anciens pays, les pays anciennement colonisés par la France, qui sont dans le système du CFA. Vous avez ensuite, et qui ont la même banque centrale, vous avez le Nigeria, qui est un gros morceau, qui a aussi sa banque centrale. Et vous avez maintenant le Ghana, vous avez la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et d'autres encore, qui sont dans la Gambie, qui sont dans une autre dynamique. Il faut pouvoir faire converger toute cette transition monétaire, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je crois que le travail que le comité des ministres est en train de faire avance énormément et c'est une sagesse, à mon avis, en gestion d'affaires publiques, que de prendre le temps pour faire ces choses-là, parce qu'il s'agit de notre monnaie. Et de prendre des décisions précipitées dans ce domaine-là peuvent faire plus de mal que de bien. Donc je comprends que les chefs d'État aient cherché à être très prudents, à s'assurer que les critères de convergence peuvent être en vigueur à partir de telle période, mais pas à telle période. La crise de la Covid est aussi passée par là et qui a amené un certain nombre de pays à ébranler leurs équilibres macroéconomiques. Tout ça, je crois, crée un cocktail là qui commande que les chefs d'État, de manière responsable, se disent « allons-y sûrement, mais lentement, pour que d'ici 2027, les choses puissent se faire ». Les montants qui ont été fixés par chacun des pays ne relèvent pas d'une décision commune, on est bien d'accord. Chaque pays a mis en place des dispositifs pour se protéger. Chaque pays a décidé du montant qui serait convenable de payer pour les tests Covid.
Il est vrai que lors d'un sommet de l'UEMOA, la décision avait été prise par nos chefs d'État d'harmoniser les tarifs au sein de l'UEMOA. Et plus tard, la CEDEAO elle-même a souhaité que les pays prennent la décision d'harmoniser, puisque il était difficile pour nos populations de se voir dans le même espace communautaire soumises à des taux différents. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas la seule question d'ailleurs qui se pose. L'autre question qui se pose aussi, c'est la reconnaissance des tests Covid pris dans tel pays, dans d'autres pays, qu'on reconnaisse le test fait au Niger ou en Côte d'Ivoire, au Bénin et vice-versa. Sur ce plan-là, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé, les tests sont reconnus. Mais s'agissant des taux qui sont appliqués, vous savez, notre pays est un pays rigoureux, où nous avons le souci d'avoir une dépense de qualité et où aussi nous essayons de bien faire les choses. Moi, j'ai traversé quelques pays de notre espace communautaire ces derniers mois, pour des raisons professionnelles. Le dispositif que j'ai vu dans mon pays n'existe dans aucun autre pays. La manière dont les tests sont faits au Bénin, la manière dont les choses sont organisées, l'investissement, je lâche le mot, l'investissement qui a été fait pour que nous ayons un mécanisme, une plateforme fiable, n'est-ce pas, de tests, n'existe pas dans d'autres pays. Je peux comprendre que le Bénin prenne un peu plus de temps, avant de s'aligner sur les autres tarifs, parce que c'est des décisions souveraines. Nous avons investi énormément pour avoir, j'allais dire, une plateforme de première classe, et il est normal que dans la démarche de recouvrement des coûts, on prenne un peu plus de temps. Parce que, vous savez, la qualité a un prix. La qualité a un prix. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Mais je suis sûr que cette question, au fil du temps, trouvera une solution. La CEDEAO, ni la CEDEAO ni l'UEMOA n'ont donné une injonction aux États. Ils leur ont recommandé de s'aligner et de manière souveraine, nous apprécions cette recommandation et en temps utile, nous verrons comment est-ce que nous pourrions nous allier.